François Fournier est avec nous. Bonjour François. Salut Rémi. François, je veux t'entendre parler du TGV parce que hier, Oui. pendant l'émission, Paul Saint-Pierre Plamondon là, donnait une conférence de presse et annonçait que sous un gouvernement péquiste, ce qu'on ferait, c'est qu'on prendrait le 40 milliards, puis là, le 40 milliards, il vient d'un calcul de Jean-Denis Garon du Bloc, c'est 20% de 200 milliards, ça fait bien ça, 40 milliards. Donc, il dit, on reprendrait l'argent puis on l'investirait nous-mêmes dans nos services publics, dans nos infrastructures. Mais il y avait aussi autre chose dans l'explication finalement du retrait annoncé de Paul Saint-Pierre Plamondon de ce projet-là. Il disait symboliquement, puis on en a parlé avec Éric Bédard au début de l'émission, c'est du nation building, ça, ce TGV-là. Puis nous, on est un gouvernement souverainiste, fait qu'on va pas faire du nation building canadien. J'aimerais ça t'entendre sur la couverture médiatique de cette histoire-là. Ouais, je trouve que les commentaires que j'entends sont assez durs à l'égard de Paul Saint-Pierre Plamondon là-dessus. Moi, je pense qu'il a raison. Peut-être qu'on n'est pas nécessairement d'accord sur les motifs de retrait à 100%, ou on n'a peut-être pas le même argument pour dire pourquoi on devrait se retirer du projet. Mais au final, ce qui compte là-dedans, c'est un peu les ennemis de mes ennemis sont mes amis, là. Donc, c'est un peu ça le point, parce que je trouve que, tu sais, les gens, j'ai entendu beaucoup de commentaires qui ont dit « Ouais, mais d'où il sort ça, le 40 milliards? Ça n'a pas de bon sens, tout ça. » Je pense qu'on passe à côté de l'essentiel du point qui a été fait par PSPP. L'essentiel du point, c'est qu'on a un grave déficit de maintien des infrastructures au Canada, au Québec, et si le fédéral, parce que c'est comme ça que fonctionne le fédéralisme canadien, là, que on peut après débattre si on devrait en sortir ou le réformer, mais je pense que le statu quo est pas acceptable là, dans l'état actuel des choses, ponctionne beaucoup trop d'argent pour les missions qu'il y a à remplir, et après le redonne au palier de gouvernement inférieur avec des conditions. Donc là, maintenant, on veut faire du transport. Maintenant, apparemment, la mission du fédéral, c'est de faire du transport en commun. Je n'étais pas au courant. Je pensais que c'était plutôt aux villes ou aux provinciales de faire ça, mais semble-t-il qu'il pense que c'est maintenant sa mission. Donc, le point de PSPP, c'est le suivant, c'est de dire on a déjà des infrastructures qui sont en ruine. Est-ce qu'on peut prendre l'argent pour rénover ce qu'on a avant de dérouler des rubans? Je pense que c'est ça le point. Je prendrai un cas précis, je pense, qui peut parler à peu près à tout le monde. Le fameux pont de Québec, là, qui a été désigné comme patrimoine architectural par des organisations internationales, notamment, il y a 120 ans, le pont de Québec, grosso modo. Il est en piteux état. Le fédéral, depuis 2015, nous dit qu'ils vont le réparer, le repeinturer, l'arranger, tout ce que vous voulez. Vous pouvez trouver des déclarations de Duclos, de d'autres ministres du premier gouvernement Trudeau, 2015, de l'élection 2015. Disons, on va vous arranger ça, le pont. On va le repeinturer, on va le réparer, on va arranger ça. Ils en ont fait le rachat pour $1 au CN. Donc, le CN ne voulait plus rien savoir du pont. Et à ce que je cherche, moi, je passe dessus pratiquement tous les jours, là. On voit la rouille encore qui dégouline. Des fois, on se dit, je sais pas, j'ai le goût de passer dessus, pas tomber dans le fleuve. J'exagère un peu, mais à peine. Le point que je fais ici, c'est que on a la capitale nationale au Québec qui a un pont qui est en fin de vie, et on n'est pas capable d'avoir d'argent pour le rénover. Moi, je pense qu'avant de faire des TGV puis des projets à 200 milliards, il me semble que dans nos métropoles ou nos capitales, en l'occurrence Québec et Montréal, si on a des infrastructures comme des ponts, des viaducs, des routes, si le fédéral a de l'argent garoché par les fenêtres, là, ben, qu'il le mette sur ces projets-là. Ben oui, puis il y a des gens qui disent que c'est une position idéologique. Ben oui, c'est le propre d'une position. C'est la position et le résultat souvent de l'idéologie. Ça s'appelle la politique, en passant. Ça s'appelle faire de la politique. Non, mais on dit que c'est un chef de parti souverainiste, donc il veut rien savoir du fédéral. Mais en même temps, on aurait pu entendre le chef du parti libéral ou la chef de la CAQ dire ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, avant de s'assurer d'avoir un lien entre Montréal et Toronto, on peut-tu s'assurer d'avoir un lien entre Montréal et Québec, entre Montréal et Trois-Rivières? On va s'assurer que les gens peuvent circuler au Québec, parce que c'est quand même bien au Québec qui circulent davantage, les gens. Puis après, on s'occupera des autres liens. Puis il y a une autre affaire, François, puis je veux t'entendre là-dessus. Juste un dernier point que j'amènerai là-dessus, je pense qu'il est important. Le motif qui est invoqué, c'est que les transports entre Montréal, notamment et Toronto, sont complexes, notamment par l'avion. Il y a une méthode et qui coûte $0 en passant pour arranger ça. C'est qu'au Canada, il y a ce qu'on appelle l'interdiction de cabotage. Qu'est-ce que c'est que le cabotage? C'est les compagnies aériennes internationales n'ont pas le droit de faire des vols internes au Canada. Donc, seulement des compagnies d'aviation canadiennes ont le droit de proposer des vols Montréal, Calgary, Montréal, Toronto, Québec, Montréal. Si on ouvrait le marché à des compagnies aériennes internationales, on pourrait avoir plus de vols entre Québec et Toronto, entre Québec et Montréal, entre Montréal et Toronto, etc., etc. Et ça coûterait $0.
plutôt que de faire ça, parce qu'on n'a pas le courage d'affronter le lobby des compagnies aériennes, on va dépenser 200 milliards de dollars pour un TGV. C'est pas sérieux, ça. Non, mais c'est pas sérieux. Puis j'ai entendu du monde dire, ça fonctionne pas comme ça. Le chef du Parti québécois peut pas demander de retirer l'argent. C'est pas une cagnotte. Ben, ça devrait peut-être fonctionner de même, à un moment donné. Quand on envoie des taxes à Ottawa puis qu'ils se construisent au fédéral un gros projet qui est trop cher, on devrait pouvoir dire, et puis je parle pas juste du Québec, je parle des provinces, on devrait pouvoir dire, hey, finalement, ça nous intéresse pas, ça a été estimé trop cher, cette affaire-là, on signe pas, nous autres. C'est pas vrai qu'on va envoyer nos taxes là-bas et que ça va être dépensé n'importe comment. Encore une fois, ça aurait pu être une position défendue par n'importe quel chef de parti au Québec. Il suffit pas d'être souverainiste pour dire un truc pareil, il suffit d'aimer le Québec, d'être nationaliste. Ben, puis de respecter aussi les champs de compétences et les intérêts des provinces. Là. Je pense que c'est comme la base. Là. Puis là-dessus, imaginez que vous êtes quelqu'un qui vit en Colombie-Britannique ou en Alberta. Vous payez aussi pour un projet dont vous aurez il n'y aura aucun impact pour eux. Là. Donc, je peux comprendre que ce projet-là ne fasse pas que des heureux. Là. 60% des Canadiens sont stressés par leurs finances personnelles selon un sondage. Ça se répète, François. Oui. L'angoisse, elle est généralisée. Je n'ai pas vu passer un sondage depuis, 5-6 ans qui révélait que les gens étaient confortables financièrement. C'est le signe de quoi, ça? Ben, moi, le point que je trouve intéressant à faire ici, c'est de faire le lien entre les deux sujets dont on parle présentement. C'est qu'on a des gouvernements qui ont une espèce de folie des grandeurs. Donc, on veut couper des rubans, on veut annoncer des projets de dizaines de milliards, même maintenant, on parle de centaines de milliards avec le TGV. Et donc, le point là-dessus, c'est qu'il y a des Canadiens qui vivent de paye en paye et qui sont égorgés par leurs finances. C'est ce que révèle le sondage. On parle de difficultés à dormir, on parle de troubles anxieux, on parle d'irritabilité, on parle de tout ça, là. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez incroyable au niveau personnel. Mais ces gens-là, ce sont des Canadiens comme vous et moi qui sont pas capables de boucler les fins de mois. Puis là, je me dis, si on a une population qui est parce que c'est ce qui est dit dans l'article du Toronto Sun, notamment par rapport au sondage, on dit que près de la moitié des Canadiens, s'ils perdaient leur emploi, n'ont pas assez d'argent pour subvenir à leurs besoins à l'intérieur d'un mois. Pas un an, là, pas un coussin de 3-4 mois, un mois. À l'intérieur d'un mois, ils n'ont plus d'argent pour payer leurs comptes, leur voiture, leur maison, tout ça. Mais on a un gouvernement qui nous dit, des gouvernements même qui nous disent, là, on n'a plus le choix, il faut faire des péages, on n'a plus d'argent, faut des nouvelles taxes, il faut de la tarification. Là, j'entends maintenant la tarification sur l'eau. On nous invente 50 nouvelles manières d'aller chercher de l'argent dans les poches des gens. Mais d'un autre côté, on nous dit, pas de problème, les amis, on a 200 milliards pour faire un TGV. Je ne sais pas si on réalise à quel point il y a quelque chose d'absurde là-dedans. Ah, mais on est rendu loin. Tu viens de parler de péage, là, mais il y a des gens intelligents là, autour de moi, très intelligents, plus intelligents que moi, qui me disent c'est une bonne idée le péage. Puis là, moi, je leur dis, mais est-ce que s'il y a un péage, on baisse les taxes? Non. On garde les taxes au même niveau et on taxe une deuxième fois. Tu te dis, Caroline, mais jusqu'à quel point on croit comme on croirait à un dieu à ce modèle-là. Le modèle nous chie dans les mains. Ça marche plus, là. Ça marche plus. C'est la preuve. Si on met une taxe par-dessus la taxe puis on trouve que c'est une bonne idée. Ben non, puis tu sais, je veux dire, à un moment donné, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre dans ce système-là. Comme tu dis, si on change pour aller... Moi, a priori, j'ai pas de problème contre le système des péages. Encore que, historiquement, on pourrait revenir à la raison pourquoi le Québec s'est retiré de ce système-là progressivement à partir des gouvernements Parizeau, c'est que ça rapportait pas tant d'argent que ça, les péages. En fait, dans certains cas, il y avait des péages déficitaires, imaginez-vous donc. Mais si on regarde le système français, ou plusieurs systèmes de pays européens, il y a des péages. Pourquoi? Parce que la route est privée. Elle est entretenue par une entreprise privée qui garde que son financement provient par le péage. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va garder nos routes nationalisées, mais en plus, on va avoir un péage. Donc, tu as payé par tes taxes et des impôts, puis en plus, tu as payé par le péage. Ah non, mais ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. La population doit se dire à un moment donné, non, regardez là, on vous envoie cet argent-là, là, puis débrouillez-vous avec ça, là. OK? Débrouillez-vous avec ça. On vous en envoie plus. C'est ça, puis c'est pas moins, c'est pas plus, mais c'est ça, là. Ou alors c'est moins, là, parce qu'on vous fait plus confiance, mais pas de péage par-dessus. C'est ridicule, mais c'est rentré dans notre tête. C'est comme automatique. Parle-moi du sondage aussi, en terminant. Sondage sur la presse. Qu'est-ce que tu remarques? La CAQ monte, le PLQ baisse, le PQ se maintient. Choisis ton angle.
Ouais, ben je pense que ce qui est notable là-dedans, c'est qu'on sent la fin là, de ce que les analystes appelaient l'effet milliard, là. Moi, j'y ai jamais vraiment cru. Il me semble que c'était plutôt un effet de nouveauté. On a vu ça au début de Pablo. On l'a vu maintenant dans le début de Charles Milliard. Ça semble assez soufflé, je te dirais, pas mal dans tous les groupes d'âge, tous genres confondus, dans toutes les régions également, et même chez les non-francophones, ce qui est quand même notable. Là, dans le sondage, ils ont baissé de 13% chez les non-francophones. J'imagine que c'est probablement attribuable à toutes les tergiversations du chef du PLQ sur les dossiers de langue, tout ça. Et ils sont un peu pris dans une situation qui est à la fois favorable et défavorable. C'est qu'on dirait qu'ils sont condamnés à toujours être l'opposition officielle, mais condamnés aussi à ne jamais être plus que ça. Parce qu'ils sont pas capables de sortir du vote anglo, mais en même temps, le vote anglo leur préserve comme une vingtaine, peut-être une trentaine de sièges. Donc, ils sont comme pris en réalité dans cette situation-là. Puis je regarde les sondages, puis il n'y a pas beaucoup de nouvelles, il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles puis de bons signaux là, pour Charles Milliard. Il est en baisse dans le 35-54, il est en baisse chez les jeunes, il est en baisse chez les personnes plus âgées. Et pour l'instant, ben, c'est le PQ puis la CAQ qui en profitent. Et même, je te dirais que l'indicateur le plus alarmant pour lui, c'est que Madame Fréchette et Monsieur Incertain, ça c'est quand on ne sait pas pourquoi, Monsieur Incertain passe devant lui à savoir qui ferait le meilleur premier ministre. Donc, les gens répondent en même temps, ça pourrait être quelqu'un d'autre que je connais pas, ça serait un meilleur candidat. Donc, ça, c'est pas une bonne nouvelle quand tu es chef de l'opposition officielle et quand tu aspires à devenir premier ministre du Québec avec des chances raisonnables, on s'entend. Oui, puis c'est peut-être effectivement, là, parmi tous les indicateurs du sondage, c'est peut-être celui qui est le plus gênant pour lui. C'est parce que là, on va le répéter, là, les gens se sont demandé candidat mystère ou Charles Milliard, ils choisissent candidat mystère. Mais candidat mystère, c'est parce que c'est pas une boîte de Cracker Jack, là, ça pourrait être n'importe qui. Là. Mais ils choisissent quand même n'importe qui. Je lisais des analyses, François, du sondage. Tu sais, quand on cherche une bonne nouvelle, mais qu'il n'y en a pas, je lisais des gens dire le vote non francophone, c'est un vote qui est loyal au PLQ. Donc, c'est rassurant que ce soit lui qui s'en aille parce qu'il va forcément revenir. Là, tu te dis, ben oui, mais ça fait beaucoup de si, là. Ça se peut qu'il s'en aille au PCQ, ça se peut qu'il s'en aille à QS, ça se peut qu'ils ne reviennent pas toutes, là. Ben oui, puis il y a un fait quand même assez cocasse dans ce sondage-là. Le PQ prend 6% chez les non-francophones. Donc, je ne sais pas exactement pourquoi, quelle position qu'ils ont pris ou si c'est juste des variations statistiques qu'on va voir se corriger au prochain sondage. Mais tu sais, oui, il y a une partie de ce vote-là qui est captif, peut-être un 40%, je ne sais pas, mais pas 100% non plus. Là. Donc, il y a des gains à aller faire de ce côté-là. Ça me paraît quand même évident pour un parti politique qui pourra avoir des positions audacieuses. Puis je pense que le PLQ doit faire attention avec ça. Là. À un moment donné, quand on prend des gens pour acquis, il se pourrait que ça puisse nous attendre dans le détour. Merci François Fournier, à demain.